Après être devenue veuve, ma fille m'a dit, soit tu travailles, soit tu es à la rue. Désespéré, j'ai accepté de m'occuper d'un milliardaire paralysé. Dès la première nuit, je suis resté figé face à ce qui s'était passé. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez la ville d'où vous la regardez pour que je puisse voir son évolution. Les fleurs funéraires étaient encore fanées sur la tombe de Dante lorsque ma fille a lancé son ultimatum. J'étais dans ma cuisine, celle-là même où j'avais cuisiné des milliers de repas pour ma famille, quand Arlo est entrée avec cette expression. Cette expression qui signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision et que mes sentiments n'avaient plus d'importance. Maman, il faut qu'on parle. Elle posa son sac à main de créateur sur le comptoir avec un bruit sec. À 42 ans, Arlo avait hérité de la mâchoire forte de son père, mais sans sa chaleur. Cet arrangement ne fonctionne plus. Je portais encore ma robe noire du cimetière, ressentant encore le poids de dire au revoir à Dante après 45 ans de mariage. Mes mains tremblaient tandis que je tendais la main vers la cafetière. Quel arrangement, chérie? Tu vis ici, chez moi. Sa voix était sèche, professionnelle. Papa m'a tout laissé, tu te souviens? Et je n'ai plus les moyens de subvenir à tes besoins. La tasse à café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le carrelage. Un liquide brun s'est répandu sur les pièces de céramique blanche, comme si ma vie s'effondrait. Arlo, cela ne fait que 3 semaines que papa est mort. Je sais. Elle ne regarda même pas le désordre. Mais la vie continue, maman. Je dois penser à ma famille, à mes factures. Je me suis agenouillé pour ramasser les morceaux, mes genoux de 68 ans protestants. J'ai ma sécurité sociale. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux contribuer $800 par mois. Arlo rit, mais sans humour. Ça ne couvre même pas les charges. Écoute, j'y ai réfléchi et j'ai une solution. J'ai arrêté de faire le ménage et j'ai levé les yeux vers elle. Ma fille, le bébé que j'avais bercé pendant d'innombrables nuits blanches. La petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Quel genre de solution? Il y a un poste. Infirmière privée. Le salaire est excellent. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une annonce. Cet homme a besoin de soins 24h24. Vous étiez infirmière avant d'épouser papa. C'est parfait. Mon estomac se serra. Arlo, je n'ai pas travaillé comme infirmière depuis plus de 40 ans. La médecine a changé. Je ne saurais même pas comment. Ce n'est pas de l'infirmerie, maman. C'est plutôt de la compagnie, de l'aide dans les activités quotidiennes. Tu peux faire ça. Elle consultait déjà son téléphone. Je les ai déjà contactés. Tu as un entretien demain. Je me suis levé lentement, des éclats de céramique me coupant encore la paume. Et si je n'obtiens pas le poste? Arlo m'a finalement regardé, et j'ai lu ma réponse dans ses yeux avant qu'elle ne parle. Alors, il va falloir que tu trouves un autre endroit où vivre. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas te porter éternellement. Le lendemain matin, je me suis retrouvé devant une maison qui semblait tout droit sortie d'un film. L'allée à elle seule était plus longue que notre ancienne rue. Mes mains tremblaient en sonnant, et je me demandais comment j'en étais arrivé là. À 68 ans, je postulais pour un emploi pour lequel je n'étais pas qualifié, car ma propre fille m'avait mis à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, à l'air sévère, ouvrit la porte. Madame Thompson, je suis Patricia, la gérante de Monsieur Hawthorne. Veuillez entrer. L'intérieur de la maison était encore plus intimidant que l'extérieur. Sol en marbre, lustre en cristal, œuvre d'art qui coûtait probablement plus cher que ce que j'avais réalisé durant toute ma carrière d'infirmière. Patricia m'a fait traverser des couloirs bordés de portraits de personnes qui semblaient ne jamais s'être souciées de l'argent. Monsieur Hawthorne a besoin d'aide pour la plupart de ses activités quotidiennes, expliqua Patricia tandis que nous marchions. Il est paralysé des membres inférieurs suite à un accident survenu il y a 5 ans. Le poste comprend le logement, la pension complète et un salaire très généreux. Nous nous sommes arrêtés devant une double porte. Avant d'entrer, je dois vous prévenir, Monsieur Hawthorne peut être difficile. Il a eu 17 soignants ces 2 dernières années. Mon cœur s'est serré. 17 soignants. Dans quoi m'étais-je embarqué? Patricia ouvrit les portes pour révéler une immense bibliothèque aux baies vitrées donnant sur des jardins parfaitement entretenus. Et là, dans un fauteuil roulant, près de la fenêtre, était assis un homme aux cheveux argentés et aux traits puissants qui avait dû le bouleverser lorsqu'il était plus jeune. Monsieur Hawthorne,
voici Hilda Thompson, la candidate dont nous avons discuté. Il tourna son fauteuil roulant vers nous, et je ressentis une sensation étrange m'envahir. Ses yeux étaient bleus, d'un bleu profond qu'on ne voit que sur les vieilles photos ou les souvenirs effacés. Quand son regard croisa le mien, quelque chose brilla sur son visage. Reconnaissance, confusion, je n'en savais rien. Madame Thompson. Sa voix était grave, cultivée, avec une pointe de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Veuillez vous asseoir. Je me suis affalé sur la chaise en face de lui, essayant d'ignorer les battements rapides de mon cœur. Il y avait quelque chose dans son visage, dans son regard, qui me serrait la poitrine d'une émotion indescriptible. Patricia m'a dit que tu étais infirmière, dit-il. Mais ses yeux ne quittèrent pas mon visage. C'était comme s'il m'observait, en quête de quelque chose. Oui, monsieur. Il y a bien des années, avant mon mariage. Ma voix était plus ferme que je ne le pensais. Et votre mari est décédé récemment. Ce n'était pas une question. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Je baissai les yeux vers mes mains, toujours ornées de la bague de Dante. Ça a été difficile. Quand je relevai les yeux, Terence Hawthorne me fixait toujours avec cette expression intense, presque désespérée. Nous sommes-nous déjà rencontrés, Madame Thompson? Il y a quelque chose chez vous qui me semble familier. Mon sang se glaça. Je me forçai à sourire poliment. Je ne crois pas, monsieur Hawthorne. Je suis sûr que je m'en souviendrai. Mais à l'instant même où je le disais, une sonnette d'alarme résonnait dans ma tête, car il y avait aussi quelque chose de familier chez lui. Quelque chose dans la forme de sa bouche, dans la façon dont il inclinait la tête en parlant. Quelque chose qui me faisait trembler les mains et me coupait le souffle. Peut-être pas, murmura-t-il. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Dites-moi, Madame Thompson, pourquoi voulez-vous ce poste? La réponse honnête était que j'étais désespéré. Ma fille m'avait mise à la porte et je n'avais nulle part où aller. Qu'à 68 ans, j'étais trop vieille et trop fatiguée pour tout recommencer. Mais je n'avais pas le choix. Au lieu de cela, j'ai dit, je crois qu'il faut prendre soin des autres. Je l'ai toujours fait. Quelque chose dans son expression s'adoucit. Et tu n'as pas peur des situations difficiles? J'ai pensé aux yeux froids d'Arlo, au fait de nettoyer ma tasse de café cassée pendant que ma fille regardait, au fait de dormir dans la chambre d'amis de ma propre maison parce qu'Arlo avait déjà emménagé dans la chambre principale. Non, monsieur, je n'ai pas peur. Terence hocha lentement la tête. Patricia, pourrais-tu nous accorder un moment seul? Après le départ de Patricia, fermant les portes derrière elle, Terence rapprocha sa chaise de la mienne. Madame Thompson, je vais être franc avec vous. Je ne suis pas un homme facile à travailler. Je suis exigeant, pointilleux, et je ne supporte pas les imbéciles. Mais si vous acceptez ce poste, vous serez traité avec respect et bien payé. Très bien. Il m'a donné un salaire qui m'a fait tourner la tête. Plus d'argent que ce que Dante avait gagné pendant sa meilleure année. Cependant, poursuivit-il, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Quelqu'un qui ne colportera pas de ragots sur mes affaires personnelles et ne me traitera pas comme un invalide. Peux-tu être cette personne? Je plongeai mon regard dans ses yeux bleus et ressentis à nouveau un étrange frisson de reconnaissance. Oui, monsieur Hawthorne, je peux. Bien. Il tendit la main pour serrer la mienne, et lorsque nos doigts se touchèrent, je ressentis une décharge électrique qui n'avait rien à voir avec de l'électricité statique. Bienvenue chez moi, Hilda. Sa façon de prononcer mon nom, douce et presque respectueuse, me fit bondir le cœur. Je retirai vivement ma main, me disant que je me faisais des idées. J'étais veuve, bon sang, grand-mère. Je n'avais rien à éprouver pour cet homme. Mais lorsque Patricia m'a montré mes quartiers plus tard dans la soirée, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que ma vie venait de prendre une tournure à laquelle je n'étais pas préparé. Et la façon dont Terence Hawthorne m'a regardé comme s'il voyait un fantôme de son passé m'a fait me demander si j'étais sur le point de découvrir quelque chose que j'avais passé 48 ans à essayer d'oublier. Ma première semaine au manoir Hawthorne m'a donné l'impression de vivre dans une magnifique prison. La chambre que Patricia m'avait attribuée était plus grande que tout mon appartement avec Dante, avec son propre coin salon et une salle de bain étincelante comme dans un hôtel de luxe. Mais chaque matin, au réveil, je ressentais le poids écrasant de ma nouvelle réalité. À 68 ans, j'étais quasiment une domestique à domicile. Terence était exactement comme Patricia l'avait prévenu, exigeant,
pointilleux et acerbe quand les choses n'étaient pas faites selon ses instructions. Il voulait son café du matin à 7h15 précise, et non à 7h20. Ses journaux devaient être classés dans un ordre précis. Son planning de prise de médicaments était strict, et Dieu me garde si j'avais ne serait-ce qu'une minute de retard. Mais il y avait des moments calmes, entre ses ordres et ses critiques, où je le surprenais à me regarder avec cette même expression intense de notre première rencontre, comme s'il essayait de résoudre une énigme qui le tracassait depuis des années. « Hilda », dit-il jeudi matin alors que je préparais son plateau de petit déjeuner, c'est un prénom inhabituel. Un nom de famille. Je m'arrêtai pour couper son pamplemousse. Le nom de ma grand-mère. Elle était allemande. Allemand, répéta-t-il pensivement. Et où as-tu grandi? Par-ci par-là. Je gardais une voix neutre, mais mes mains commençaient à trembler légèrement. Mon père se déplaçait beaucoup pour son travail. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Nous avions déménagé fréquemment, pas pour le travail, mais plutôt pour fuir les créanciers et les dettes de jeu de mon père. Mais certains souvenirs étaient mieux gardés. Cet après-midi-là, pendant que Thérence faisait la sieste, j'ai enfin déballé les 3 cartons qu'Arlo m'avait permis, à contre-cœur, de prendre. La plupart étaient des objets pratiques, des vêtements, quelques livres, ma boîte à bijoux. Mais au fond du dernier carton, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait quelque chose que j'avais presque oublié, mes vieux albums photos. Je les avais emballés sans réfléchir, probablement parce qu'ils étaient restés sur ma table de nuit après les avoir feuilletés pendant les premières nuits de solitude qui ont suivi les funérailles de Dante. À présent, assise dans l'élégant fauteuil près de la fenêtre de ma chambre, je les déballais, les doigts tremblants. Le premier album était celui de mon mariage avec Dante. Nos photos de mariage, celles de bébé Arlo, les vacances en famille ou une vie de souvenirs précieux et respectables. Je l'ai mis de côté et j'ai pris le plus ancien, celui que je regardais rarement. La couverture était en cuir bleu délavé, craquelé au coin. À l'intérieur se trouvaient des photos de ma vie avant Dante, avant le mariage et la maternité, et de l'existence prudente et contrôlée que je m'étais construite. Les premières pages étaient assez innocentes, le diplôme du lycée, mes amis de l'école d'infirmière, mes parents jeunes et pleins d'espoir. Mais à mesure que je tournais les pages, mon souffle s'accélérait. À la page 12, il y avait une photo qui a fait chavirer le monde. J'avais 20 ans sur la photo, vêtu d'une robe d'été jaune que j'avais cousue moi-même. Mes cheveux étaient longs et noirs, retenus par un ruban. Je riais d'une phrase du photographe, la tête rejetée en arrière de joie. Et debout à côté de moi, son bras autour de ma taille et son visage illuminé d'un sourire qui fait fondre les cœurs, se tenait un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus éclatants. Terry Hawthorne. Ma main tremblait si violemment que j'ai failli laisser tomber l'album. Terry, pas Thérence. Terry, qui adorait le jazz, la glace au chocolat et mon allure dans cette robe jaune. Terry, qui m'avait promis de m'épouser dès qu'il serait riche. Terry, qui m'avait embrassé sur un quai de gare 48 ans plus tôt et n'était jamais revenu. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, essayant de réconcilier le jeune homme sur la photo avec l'homme aux cheveux argentés dans le fauteuil roulant en bas. Les traits étaient les mêmes, ces pommettes aristocratiques, cette mâchoire forte, ce regard qui semble lire au plus profond de l'âme. Mais Terry avait été chaleureux, passionné, plein de rêves et de projets fous pour notre avenir ensemble. Ce Terence Hawthorne était froid, contrôlé, amer. Que s'est-il passé pour que l'un devienne l'autre? J'ai tourné la page, les doigts tremblants, et j'ai trouvé d'autres photos. Terry et moi à la fête foraine, partageant de la barbe à papa. Terry m'apprenant à danser dans mon petit appartement pendant que mon voisin âgé tapait au plafond. Terry et moi assis au bord du lac, la tête sur son épaule, tous deux semblant croire que l'amour peut tout vaincre. La dernière photo de la série a été prise le matin de son départ. Nous étions sur le quai de la gare, sa valise à ses pieds. Je pleurais. Je me souvenais de ce jour avec une douloureuse clarté, et il me prenait le visage entre les mains, me promettant qu'il reviendrait dans 2 ans, assez riche pour me donner tout ce que je méritais. Je vais réussir, Hilda, avait-il dit, la voix lourde d'émotion. Je vais bâtir un empire, et ensuite je reviendrai te chercher. M'attendras-tu? Et je l'avais promis. Que Dieu me vienne en aide. Je le pensais vraiment. Mes 2 ans s'étaient transformés en 3, puis en 4. Ces lettres sont devenues sporadiques, puis ont complètement cessé. J'avais entendu dire qu'il avait réussi dans l'immobilier, mais j'avais déjà rencontré Dante, un Dante doux et constant et qui m'aimait sans condition, qui n'avait pas besoin de conquérir le monde pour prouver sa valeur.
J'avais épousé Dante 6 mois avant que Terence ne m'annonce enfin son retour. La lettre était toujours là, cachée derrière la dernière photo. Je l'ai sortie, les doigts tremblants, même si j'en connaissais chaque mot par cœur. Ma très chère Hilda, tout a commencé de sa main audacieuse. Je l'ai fait. Tout ce que je t'avais promis et plus encore. Je rentre à la maison le mois prochain, et nous pourrons enfin commencer notre vie ensemble. J'ai acheté une maison, notre maison, et j'ai hâte de t'épouser. Tout mon amour, tous mes rêves, tous mes lendemains t'appartiennent. À toi pour toujours, Terry. La lettre était datée de 3 semaines après mon mariage avec Dante. Je la serrai contre ma poitrine et sentis des larmes couler sur mon visage. Pendant toutes ces années, je m'étais convaincu que Terry m'avait oublié, que ses promesses n'étaient que les paroles creuses d'un jeune homme ivre de ses propres ambitions, mais il avait tenu parole. Il était revenu me chercher. J'appartenais déjà à quelqu'un d'autre. Un léger coup frappé à ma porte me fit sursauter. Je rangeai rapidement l'album et la lettre sous un oreiller et m'essuyai les yeux. Entrez. Patricia entra, l'air inquiet. Madame Thompson? Monsieur Hawthorne vous demande. Il semble agité. Je me lissai les cheveux et suivis Patricia en bas, le cœur battant la chamade. Se souvenait-il? Était-ce pour cela qu'il m'observait avec tant d'attention? J'ai trouvé Terence dans son bureau, regardant par la fenêtre le jardin. En entendant mes pas, il a fait demi-tour avec son fauteuil roulant, et j'ai vu quelque chose de différent dans son expression. Non pas la froideur à laquelle je m'étais habitué, mais quelque chose de plus brut, de plus vulnérable. Hilda, dit-il doucement, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Je joignis les mains devant moi pour cacher mes tremblements. Bien sûr, monsieur Hawthorne. Es-tu déjà allé à Millbrook? C'est une petite ville à environ 2 heures au nord d'ici. J'ai eu le souffle coupé. Millbrook était l'endroit où j'avais grandi. C'est là que j'avais rencontré Terry, que j'étais tombé amoureux pour la première fois. Je ne suis pas sûr, mentis-je. Mais ma voix me trahit. Terence observa mon visage de ses yeux bleus perçants. Il y avait un restaurant là-bas. Murphy S, je crois, et un petit lac où les jeunes allaient le dimanche après-midi. Je sentais mes couleurs disparaître. Le Murphy S dîner, où Terry m'avait acheté un coca cerise et m'avait raconté des blagues qui me faisaient rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le lac où il m'avait embrassé pour la première fois sous un ciel étoilé. Monsieur Hawthorne, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mais en le disant, je voyais dans ses yeux qu'il n'était pas du tout confus. Le masque de froideur et de contrôle tombait, révélant l'homme que j'avais aimé de toutes mes forces. Peut-être, dit-il doucement, sans quitter mon visage du regard. Peut-être que oui. Alors que je me retournais pour partir, je l'entendis murmurer quelque chose qui me fit presque trembler les genoux. Robe jaune. Tu étais toujours magnifique en jaune. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le jeune visage de Terry sur ses photos. J'entendais sa voix me promettre de revenir. Et en bas, l'homme qu'il était devenu était probablement éveillé lui aussi, en train de reconstituer les souvenirs qui me déchiraient le cœur. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant. La mascarade me rongeait, et il était clair que Terry se souvenait davantage chaque jour. Mieux valait affronter la vérité de front plutôt que de la laisser nous détruire tous les deux à petit feu. Je l'ai trouvé dans la véranda, lisant le journal du matin. La lumière du soleil traversant les parois vitrées reflétait l'argent de ses cheveux et, l'espace d'un instant, j'ai pu voir ces deux versions se superposer, le jeune homme plein de rêves et l'homme solitaire et prospère qu'il était devenu. Bonjour, monsieur Hawthorne. Je posai son café exactement là où il le souhaitait, les mains étonnamment fermes. Hilda, il leva les yeux de son journal, et je vis l'épuisement dans ses yeux bleus. As-tu bien dormi? Non, ai-je répondu honnêtement. Vraiment? Un sourire étincelant se dessina sur ses lèvres. Non, je n'arrêtais pas de penser aux robes jaunes et aux Coca-Cola cerises du Murphy S dîner. J'ai eu le souffle coupé. Inutile de nier davantage. Le coca cerise était trop sucré. Tu m'as toujours dit que je devrais prendre du vanille, mais j'étais têtu. Terence ferma les yeux et, lorsqu'il les rouvrit, ils étaient illuminés de larmes retenues. Hilda Marie Brennan. Tu portais le médaillon de ta grand-mère et tu avais une cicatrice au genou gauche due à une chute de vélo à 8 ans. Je touchai ma gorge, machinalement, là où reposait le médaillon.
Tu m'as offert une bague, un petit anneau en argent, avec la promesse qu'un jour tu le remplacerais par des diamants. Je l'ai toujours. Sa voix était à peine un murmure. Je l'ai porté en moi pendant 48 ans. Nous nous sommes regardés à travers l'espace qui nous séparait, pas seulement les quelques mètres entre son fauteuil roulant et l'endroit où je me tenais, mais les décennies de vie différentes, de choix différents, de différents types d'amour. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais, demanda-t-il. Je me suis affalé sur la chaise en face de lui, ressentant soudain chacune de mes 68 années. Parce que j'avais peur. Parce que je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Parce que... J'ai pris une inspiration tremblante. Parce que tu n'es plus le garçon dont je me souviens non plus. Terence hocha lentement la tête. Quand je suis revenu et que j'ai appris que tu avais épousé Dan Thompson, j'ai eu envie de te détester. Je me suis dit que tu ne m'avais jamais vraiment aimé, que tu attendais juste quelqu'un de meilleur. Ce n'est pas vrai. Les mots sortirent avec plus de force que je ne l'aurais voulu. J'ai attendu, Terry. J'ai attendu jusqu'à ne plus pouvoir attendre. Tes lettres ont cessé d'arriver et j'ai pensé. J'essuyais une larme. Je croyais que tu m'avais oublié. Je n'ai jamais cessé d'écrire, dit-il doucement. Mais mes associés m'ont convaincu qu'une fille de la campagne me freinerait. Ils ont intercepté mes lettres et m'ont dit que tu étais passé à autre chose. Quand j'ai réalisé ce qu'ils avaient fait, tu étais déjà marié. La cruauté de la situation m'a frappé comme un coup de poing. Toutes ces années d'interrogation, de sentiments d'abandon, alors que Terry essayait de me joindre depuis le début. J'ai engagé un détective privé pour te suivre, continua Terence. Je sais que ça a l'air terrible, mais j'avais besoin de savoir que tu étais heureux. Je savais quand Harlow est né, quand tu as emménagé dans la maison de Maple Street, quand Dante a été promu à la banque. J'ai même su quand il est tombé malade. Je le regardais, choqué. Tu m'observes depuis 48 ans à distance? Je n'ai jamais interféré, je n'ai jamais essayé de te contacter. J'avais juste besoin de savoir que tu allais bien. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Et j'espérais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, le destin te ramènerait à moi. Les mains tremblantes, il ouvrit la boîte pour révéler la bague en argent qu'il m'avait donnée il y a toutes ces années, celle que je lui avais rendue en larmes la veille de mon mariage, incapable de supporter de porter la promesse d'un autre homme tout en promettant ma vie à Dante. Tu l'as gardée, murmurai-je. J'ai tout gardé. Chaque photo, chaque lettre que tu m'as écrite, chaque souvenir, il baissa les yeux vers la bague. Je n'ai jamais épousé Hilda. Je me disais que c'était parce que j'étais trop occupé par mes affaires. Mais la vérité était plus simple que ça. Tu n'étais personne d'autre. Le poids de ces mots s'est installé entre nous comme une pierre tombant dans une eau calme. 48 ans de solitude, à construire des murs autour de son cœur, à regarder la femme qu'il aimait vivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Terry, je ne savais pas quoi dire. Comment s'excuser d'une vie de séparation qu'aucun de vous n'a choisi? Je ne te blâme pas, dit-il rapidement. Tu as fait le bon choix. Dante était un homme bon. Il t'aimait comme tu le mérites, et il était là quand je ne pouvais pas l'être. J'ai fait la paix avec ça. Vraiment, demandai-je doucement. Parce que l'homme pour qui je travaille depuis quelques semaines ne semble pas en paix avec quoi que ce soit. La mâchoire de Terence se serra. L'accident m'a changé. Il y a 5 ans, je m'accrochais encore à l'idée que peut-être un jour nous nous reverrions, qu'il pourrait y avoir une seconde chance. Puis je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, paralysé des pieds à la taille, et j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide. Que pouvais-je t'offrir maintenant? Un homme brisé en fauteuil roulant? Arrête. Je me suis levé brusquement, la colère me montant à la poitrine. Arrête, tout simplement. Tu me crois si superficiel que tes jambes comptent plus que ton cœur? Tu crois que je suis le genre de femme qui se détournerait de quelqu'un qui compte pour moi parce qu'il a besoin d'aide au lieu de pouvoir en donner? Il a semblé surpris par ma véhémence. Hilda, je t'aimais, Terry. Ni ta fortune potentielle, ni tes grands projets d'avenir. J'aimais le garçon qui m'apportait des fleurs sauvages parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des roses. Le garçon qui me tenait dans ses bras quand je pleurais à cause de l'alcoolisme de mon père. Le garçon qui croyait si fort au rêve que je ne pouvais m'empêcher d'y croire aussi. Je pleurais maintenant. 48 ans d'émotions refoulées s'écoulaient de moi comme l'eau d'un barrage rompu. Et si ce garçon est toujours là quelque part, alors tout le reste n'est que des détails. Terence a tendu la main vers moi et je l'ai laissé la prendre.
Ses doigts étaient plus vieux maintenant, marqués de taches de vieillesse et plus fins que dans mes souvenirs. Mais son contact me faisait encore vibrer. Il est toujours là, dit-il doucement, enseveli sous une grande amertume et une grande déception, mais toujours là. La question est, que faire maintenant? J'ai regardé autour de moi dans la véranda, la vie de luxe qu'il s'était bâtie. Puis j'ai regardé son visage, cherchant la réponse à une question que j'avais eu peur de poser. Es-tu heureux, Terry? Vraiment heureux. Il resta silencieux pendant un long moment. J'ai réussi. J'étais respecté. J'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser en 10 vies. Il marqua une pause. Mais heureux? Non. Je ne crois pas avoir été vraiment heureux depuis le jour où je t'ai quitté sur ce quai de gare. Alors peut-être, dis-je prudemment, il est temps d'arrêter de nous punir pour les choix que nous avons faits lorsque nous étions différents. Peut-être est-il temps de voir ce que nous pourrions construire ensemble, nous qui sommes aujourd'hui. Terence porta ma main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Serais-tu prête à essayer? Pas comme infirmière, mais comme ce que nous pourrions être l'un pour l'autre. J'ai pensé à Arlo, à la maison froide où je n'étais plus la bienvenue. J'ai pensé à l'appartement solitaire que je cherchais, à la solitude qui m'attendait. Puis j'ai regardé l'homme qui m'avait aimé fidèlement pendant près de 50 ans, même à distance. Oui, murmurai-je. J'aimerais bien essayer. Mais dès que ces mots sortirent de mes lèvres, je savais que notre chemin ne serait pas facile. Arlo aurait son mot à dire sur cet arrangement, et je doutais que ce soit des félicitations. Ma fille n'avait jamais approuvé quoi que ce soit qui détournait l'attention de ses propres besoins, et elle n'approuverait certainement pas que sa mère retrouve l'amour. L'idée d'affronter la réaction d'Arlo me serrait l'estomac d'angoisse. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ressentais aussi autre chose, de l'espoir. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour une seconde chance après tout. 3 semaines après notre confession dans la véranda, Terry m'a demandé d'emménager dans l'aile principale de la maison. Non pas comme aide-soignante, mais comme compagne. Le mot me semblait étrange quand je me le répétais. Compagne. Cela sonnait tellement plus significatif qu'employé, mais pas aussi contraignant que les mots que nous avions rêvé d'utiliser. Tu n'as pas à décider maintenant, dit-il au cours du dîner dans la petite salle à manger que nous avions commencé à utiliser au lieu de la salle à manger formelle. Mais Hilda, je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas de commodité ou de solitude. Il s'agit de la vie que j'aurais dû mener depuis toujours. Je pose ma fourchette, mon appétit ayant soudainement disparu. Terry, je dois te dire quelque chose à propos d'Arlo. Son expression devint sérieuse. Et elle? Elle ne sait pas qui tu es. Quand elle m'a trouvé ce travail, elle n'a vu que des dollars. Un homme riche qui avait besoin de soins. Une mère qu'elle voulait quitter. Elle ignore tout de notre histoire. Terry hocha lentement la tête. Et tu penses qu'elle aura un problème avec notre arrangement? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ma fille m'a mise à la porte 3 semaines après les funérailles de son père. Elle ne se soucie que de 2 choses, son confort et l'argent des autres. Quand elle découvrira que je vis ici comme autre chose qu'une employée, elle va croire que je veux ton héritage. Vraiment, demanda doucement Terry. Je l'ai regardé sous le choc. Comment peux-tu même demander ça? Parce que 48 ans, c'est long, Hilda. Les gens changent. Et ma fortune, dit-il en désignant l'élégante salle à manger, a le don de changer le regard des gens sur moi. Je me suis levé brusquement, la douleur me traversant comme une lame de couteau. Si c'est ce que tu penses de moi, alors c'était peut-être une erreur. Assieds-toi. Sa voix était douce mais ferme. S'il te plaît, il fallait que je te le demande. J'ai déjà été victime de gens qui prétendaient m'aimer, mais qui étaient en réalité amoureux de mon compte en banque. J'avais besoin de t'entendre le dire. Je suis resté debout, les bras croisés. Quoi? Que tu ne veux pas de mon argent? Que tu es là pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je ne devrais pas avoir à le dire. Tu devrais le savoir. Terry a tendu la main vers moi, mais je me suis éloigné. Tu as raison. Je devrais. Et au fond, c'est vrai. Mais Hilda, tu dois comprendre que, quand on a autant d'argent, on commence à remettre en question les motivations de tout le monde, même celles des personnes qu'on aime le plus. J'ai senti ma colère se dégonfler légèrement. C'est vraiment comme ça que tu as vécu toutes ces années? Sans faire confiance à personne? À peu près. Il baissa les yeux sur ses mains. C'est une façon solitaire de vivre,
mais cela semblait plus sûr que d'être à nouveau blessé. Je me rassis, observant son visage, les rides autour de ses yeux, la façon dont sa bouche s'affaissait. Voilà ce que le succès sans amour avait fait de lui, il était devenu un homme méfiant et isolé, qui remettait en question même les émotions les plus pures. Pour info, dis-je doucement, je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu laisses chaque centime à une œuvre caritative si ça te fait plaisir. J'ai ma sécurité sociale et une petite retraite de l'hôpital où je travaillais avant la naissance d'Arlo. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai vécu avec moins. Le soulagement envahit ses traits. Je suis désolé d'avoir dû demander. Ne t'excuse pas. Ne me le demande plus. J'ai pris ma fourchette et j'ai croqué dans le saumon que Patricia avait préparé. Parlons maintenant d'Arlo. Quand elle apprendra ça, elle va semer le trouble. Il faut que tu t'y prépares. L'expression de Terry se durcit. Quel genre de problème? Elle exigera probablement de connaître tes intentions. Elle pourrait menacer de me poursuivre en justice, prétendre que j'abuse de toi. Elle pourrait même essayer de me faire expulser de la maison. Quel essai? Sa voix portait l'acier qui avait bâti son empire commercial. C'est ma maison, Hilda. Personne ne me dit qui je peux ou ne peux pas inviter à y vivre. J'aurais aimé partager sa confiance, mais je connaissais ma fille mieux que lui. Arlo pouvait être impitoyable lorsqu'elle se sentait menacée, et elle se sentirait certainement menacée par cette nouvelle. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Le nom d'Arlo est apparu sur l'écran et mon estomac s'est noué. Parlons du diable, murmurai-je en montrant l'écran à Terry. Réponds, dit-il. Finissons en. J'ai glissé pour accepter l'appel. Bonjour, Arlo. Maman. Sa voix était tendue, pleine de colère à peine contenue. Je viens d'avoir une conversation passionnante avec Madame Patterson, de l'église. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu à l'épicerie avec un homme en fauteuil roulant, et que tu avais un comportement très familier avec lui. J'ai fermé les yeux. Dans une ville de cette taille, bien sûr, quelqu'un nous verrait et ferait un rapport à Arlo. Terry et moi étions allés au marché ensemble la veille, et il avait insisté pour acheter les ingrédients du gâteau au chocolat qui, comme je l'avais mentionné, manquait à mon enfance. Aux yeux de quiconque nous observait, nous avions sans doute l'air plus intime qu'un employeur et son employé. Il s'appelle Terence Hawthorne, dis-je prudemment. C'est pour lui que je travaille. Travailler pour ou travailler sur? La voix d'Arlo était accusatrice. Parce que Madame Patterson a dit que vous aviez l'air terriblement proche pour une relation professionnelle. Terry m'a fait signe d'appeler le téléphone et j'ai secoué la tête. C'était mon combat à mener. Arlo, j'ai 68 ans. Je pense être capable de me comporter correctement. Tu couches avec lui? La question brutale m'a fait l'effet d'une gifle. Ce ne sont pas tes affaires. C'est vrai, si tu fais honte à notre famille. Papa n'est même pas encore tout à fait au repos, et tu te jettes déjà sur le premier homme riche qui s'intéresse à toi. Une rage brûlante m'envahit. Comment oses-tu? Ton père est parti depuis 2 mois et j'ai fait son deuil comme il se doit. Mais je ne suis pas morte, Arlo. J'ai le droit d'avoir de la compagnie. De la camaraderie? Arlo rit froidement. C'est ça qu'on appelle chercher de l'or maintenant? Le visage de Terry était devenu pâle de colère. Il fit un geste plus ferme pour me tendre le téléphone. Et cette fois, je le lui tendis. Madame Thompson, dit-il d'une voix glaciale. Je suis Terence Hawthorne. Je pense qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre. J'entendais le silence choqué d'Arlo au téléphone. Puis sa voix, soudain beaucoup plus respectueuse. Monsieur Hawthorne, je ne savais pas que vous étiez là. Clairement. Écoute bien, je ne le dirai qu'une fois. Ta mère n'est pas une croqueuse de diamants. Elle n'embarrasse personne, et elle ne se jette certainement pas sur moi. Au contraire, c'est moi qui la courtise. Le seul malentendu, interrompit Terry, c'est que tu crois avoir ton mot à dire sur la vie privée de ta mère. C'est une femme adulte qui peut décider seule de ses fréquentations. Mais elle est vulnérable en ce moment. Elle est en deuil et elle n'a peut-être pas les idées claires. Ta mère est l'une des femmes les plus fortes et les plus lucides que j'ai jamais rencontrées. Le fait que tu ne le vois pas en dit plus sur toi que sur elle. Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs secondes. Quand Arlo reprit la parole, sa voix avait pris un ton différent, plus dur, plus calculateur. Monsieur Hawthorne, j'apprécie votre amitié pour ma mère, mais j'espère que vous comprenez mon inquiétude.
Elle a traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps, et je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas exploitée. La seule personne qui a profité de ta mère récemment, dit doucement Terry, c'est toi. Un autre silence. Puis la voix d'Arlo, froide comme l'hiver. J'aimerais vous rencontrer, monsieur Hawthorne, pour discuter de cette situation en détail. Terry me regarda, les sourcils levés. J'acquiesçai à contre-cœur. Mieux valait affronter la situation de front que de laisser Arlo ruminer et planifier en privé. D'accord, dit Terry. Demain après-midi, à 14 h. J'y serai. Arlo a raccroché sans dire au revoir. Terry m'a rendu mon téléphone, la mâchoire serrée par la colère. Eh bien, cela s'est passé aussi bien que prévu. Je me suis affalé sur ma chaise, soudain épuisé. Elle va essayer de te monter contre moi. Elle va faire croire que je t'ai manipulé, que j'ai tout planifié. Laisse-la essayer. Terry tendit la main par-dessus la table et la prit. Hilda, il faut que tu comprennes une chose. Je n'ai pas survécu 48 ans dans les affaires en me laissant manipuler facilement. Et je n'ai certainement pas bâti cet empire en laissant les gens me dicter de qui je peux ou non me soucier. Elle peut être très convaincante quand elle le veut. Et je peux être très têtu quand il le faut. Il me serra la main. Ta fille ne me fait pas peur. La seule chose qui me fait peur, c'est l'idée de te perdre à nouveau. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, redoutant la confrontation du lendemain après-midi. Je savais qu'Arlo arriverait armée d'arguments destinés à semer la discorde entre Terry et moi. Elle me dépeindrait comme une veuve désespérée s'attaquant à un homme handicapé solitaire. Elle remettrait en question mes motivations, mon timing, mon droit même à rechercher le bonheur à nouveau. Mais tandis que je m'endormais, je me suis accroché aux paroles de Terry. La seule chose qui me fait peur, c'est l'idée de te perdre à nouveau. Demain, je découvrirai si c'était vraiment vrai. Arlo est arrivée à 14 h pile, vêtue de son plus beau tailleur noir, comme si elle assistait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une visite chez sa mère. Je l'ai regardée sortir de sa voiture par la fenêtre, lissant sa jupe et observant son reflet dans le rétroviseur. Même de loin, je pouvais lire la précision de ses mouvements, la façon dont elle redressait les épaules comme un soldat se préparant au combat. Terry avait insisté pour que nous nous rencontrions dans son bureau plutôt que dans l'un des salons plus confortables. Si elle veut considérer cela comme une négociation commerciale, avait-il dit, alors nous la rencontrerons à ces conditions. Patricia fit entrer Arlo. J'ai senti mon estomac se serrer tandis que le regard de ma fille parcourait la pièce, s'attardant sur le mobilier coûteux, les œuvres d'art originales, l'immense bureau en acajou qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Je pouvais presque voir des dollars se refléter dans ses pupilles. Monsieur Hawthorne. Arlo lui tendit la main avec une grâce maîtrisée. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Terry lui serra brièvement la main, l'air neutre. Mademoiselle Thompson, veuillez vous asseoir. Arlo s'installa dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Terry, les jambes croisées et les mains jointes sur ses genoux. Elle ressemblait à l'agent immobilier accompli qu'elle était, une assurance impeccable et un charme professionnel. Moi seul pouvais voir la tension dans sa mâchoire, le léger tremblement de ses doigts. J'espère que vous comprenez que je suis ici uniquement par souci pour ma mère, commença-t-elle d'une voix chaleureuse et faussement sincère. Elle a traversé tant d'épreuves ces derniers temps, et j'ai peur qu'elle prenne des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la logique. Et quelles seraient ces décisions, demanda Terry d'un ton doux. Arlo me jeta un coup d'œil, puis se tourna de nouveau vers Terry. Eh bien, ce mode de vie, pour commencer. Il est très inhabituel qu'un soignant emménage dans les locaux personnels de son employeur. Cela soulève des questions sur la nature de votre relation. Quel genre de questions? La voix de Terry restait calme, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Des questions sur les limites, sur la conduite professionnelle appropriée. Arlo se pencha légèrement en avant. Monsieur Hawthorne, je suis sûr que vous êtes un homme charmant, mais ma mère est vulnérable en ce moment. Elle est en deuil. Elle est en difficulté financière et elle confond peut-être la gratitude avec d'autres sentiments. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Bon sang, ça suffit. Tout va bien, Hilda. Terry ne quittait pas ma fille des yeux. J'aimerais entendre ce que mademoiselle Thompson a à dire. Arlo m'a lancé un regard d'avertissement, puis s'est retourné vers Terry avec une confiance renouvelée. Je dis que ma mère a toujours été assez influençable. Elle voit le meilleur chez les gens, parfois à son détriment. Et dans son état actuel,
elle n'a peut-être pas une vision claire des implications de cette situation. Les implications sont quoi exactement? Eh bien, il y a évidemment l'inquiétude du regard des gens. Une veuve emménageant avec un homme riche si peu de temps après la mort de son mari. Ça ne se présente pas bien. La voix d'Arlo prit un ton soucieux et attentionné qui me fit froid dans le dos. Et puis se pose la question de ce qui se passera lorsque cet arrangement prendra fin. Ma mère se retrouvera-t-elle à nouveau sans rien? Devra-t-elle tout recommencer? Terry s'est penché en arrière dans son fauteuil roulant, ses doigts croisés devant lui. Ce sont des points intéressants. Dites-moi, mademoiselle Thompson, que pensez-vous qui serait le mieux pour votre mère? Les yeux d'Arlo s'illuminèrent, pensant avoir trouvé une ouverture. Je pense qu'elle devrait rentrer chez elle, retrouver sa famille, là où elle a sa place, où elle pourra faire son deuil et prendre des décisions rationnelles pour son avenir. Et par maison, tu veux dire la maison que tu as héritée de ton père? La maison que tu lui as demandé de quitter? Arlo eut la grâce de paraître mal à l'aise. C'était un malentendu. J'étais ému, en proie à mon propre deuil. Bien sûr, ma mère est toujours la bienvenue chez moi. Pour combien de temps? Demanda doucement Terry. Je suis désolé. Combien de temps ta mère sera-t-elle la bienvenue? Jusqu'à ce que tu décides qu'elle est à nouveau un fardeau? Jusqu'à la prochaine fois où tu auras besoin d'espace pour ta propre famille. Le masque d'Arlo glissa légèrement, révélant la femme calculatrice en dessous. Monsieur Hawthorne, je ne pense pas que vous compreniez la complexité des relations familiales. Oh, je comprends parfaitement. La voix de Terry trancha ses paroles comme une lame. Je comprends que vous ayez mis votre mère à la porte 3 semaines après avoir enterré son mari après 45 ans de mariage. Je comprends que vous lui ayez posé un ultimatum, travailler ou vivre dans la rue. Et je comprends que si vous êtes ici maintenant, c'est uniquement parce que vous avez réalisé qu'elle aurait peut-être trouvé mieux que ce que vous lui proposiez. Le visage d'Arlo rougit. Ce n'est pas. Je la protégeais, je lui apprenais à être indépendante en la laissant sans abri. Elle n'était pas sans abri. Elle avait des options comme... Arlo nous regardait frénétiquement, Terry et moi, ne s'attendant visiblement pas à être mis sur la défensive. Elle aurait pu trouver un appartement. Elle a la sécurité sociale. 800 $ par mois, dit Terry doucement. Savez-vous quel est le loyer moyen dans ce quartier, Madame Thompson? La bouche d'Arlo s'ouvrait et se fermait comme un poisson haletant. 1200 $, continua Terry. Pour un 2 pièces dans un quartier convenable, il aurait manqué à ta mère 400 $ par mois rien que pour le logement. Ça n'inclut pas la nourriture, les charges, les frais médicaux ni les autres dépenses courantes. Elle aurait pu trouver quelque chose de moins cher. Où? Dans quel quartier? Tu étais prêt à laisser ta mère de 68 ans vivre dans la pauvreté plutôt que de la déranger toi-même? J'ai assisté à cet échange avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que quelqu'un tenait enfin Arlo responsable de sa cruauté, tristesse parce que ce quelqu'un devait être un étranger plutôt que la conscience de ma fille. Le sang-froid professionnel d'Arlo s'effondrait rapidement. Tu ne comprends pas. Ma mère a toujours été difficile. Elle demande beaucoup d'attention. Elle s'attend à ce que tout le monde prenne soin d'elle. Très exigeant. Je ne pouvais plus me taire. Arlo, j'ai cumulé 2 emplois pour te permettre d'aller à l'université. J'ai pris soin de ton père pendant 5 ans de traitement contre le cancer sans une seule plainte. Je garde tes enfants gratuitement tous les week-ends, et je ne t'ai jamais rien demandé d'autre qu'un endroit pour faire le deuil de mon mari. Tu m'étouffais, explosa Arlo, son masque finissant par tomber complètement. Toujours à m'entourer, toujours à essayer de m'aider, toujours à me faire culpabiliser d'avoir ma propre vie. J'avais besoin d'espace pour respirer. Alors tu m'as jeté dehors, dis-je doucement. Je t'ai donné une chance de te débrouiller seul pour une fois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Terry regarda Arlo avec une expression de dégoût si froide qu'elle se recroquevilla sur sa chaise. Madame Thompson, dit-il finalement, je pense que nous en avons terminé ici. Attends. La voix d'Arlo était désespérée. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Ma mère a des attentes. Elle veut le mariage, la sécurité, la protection juridique. Elle ne cherche pas seulement de la compagnie. L'expression de Terry ne changea pas, et si elle cherche ces choses? Et si je veux les lui donner? Arlo resta immobile. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta mère et moi sommes toutes 2 adultes et que nous pouvons prendre nos propres décisions concernant notre relation.
Que cette relation reste telle qu'elle est ou qu'elle évolue vers quelque chose de plus profond ne te regarde pas. Quelque chose de plus? La voix d'Arlo n'était qu'un murmure. Terry fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en velours, la même boîte qu'il m'avait montrée dans la véranda contenant la bague en argent de notre jeunesse. Ta mère et moi avons une histoire qui est antérieure à ton père, antérieure à toi, antérieure à tout ce que tu penses savoir de sa vie. Arlo fixait la boîte comme si c'était un serpent venimeux. Quel genre d'histoire? Le genre d'amour qui compte, dit simplement Terry. Nous nous aimions autrefois profondément. Les circonstances nous ont séparés, mais elles n'ont pas détruit ce que nous ressentions. Et aujourd'hui, 48 ans plus tard, nous avons l'occasion de voir si ce que nous avions était suffisamment réel pour survivre au temps et au changement. Tu parles de mariage. La voix d'Arlo était neutre, sans émotion. Je parle de vivre la vie que nous aurions dû vivre depuis toujours. Arlo se tourna vers moi, ses yeux flamboyants d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. C'est pour ça que tu as accepté ce poste, n'est-ce pas? Tu savais qui il était. Tu avais tout planifié. Non, ai-je répondu fermement. Je ne savais pas que Terry était là quand j'ai répondu à cette offre d'emploi. Je le croyais mort, marié ou vivant à l'autre bout du monde. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de le trouver dans ce fauteuil roulant, dans cette maison. Terry. La voix d'Arlo était venimeuse. Tu l'appelles Terry? C'est mon nom, dit Terry calmement. Mes associés m'appellent Terence. Les gens que j'aime m'appellent Terry. Arlo se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est dingue. Vous êtes tous les deux fous. Vous croyez pouvoir reprendre là où vous vous êtes arrêtés il y a 48 ans? Vous croyez pouvoir effacer toute une vie? Nous ne cherchons pas à effacer quoi que ce soit, ai-je dit. Nous essayons de construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui reste. Et papa? Et ton mariage, ta famille, tout ce que vous avez construit ensemble? Ton père était un homme bien, et je l'aimais, mais Terry était mon premier amour. Et certaines choses ne finissent jamais vraiment. Arlo nous regarda tous les deux avec une panique croissante. Il se sert de toi, maman. Tu ne vois pas? Il est seul et handicapé, et tu lui es utile. Quand il en aura assez de jouer au papa et à la maman, tu seras de nouveau à la rue. Ça suffit. La voix de Terry s'éleva comme un coup de fouet. Tu ne parleras pas de ta mère de cette façon chez moi. Ta maison? Arlo rit amèrement. Oui, parlons de ta maison, de ton argent, de ton pouvoir. C'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Terry ouvrit à nouveau le tiroir du bureau et en sortit un épais document juridique. Puisque tu sembles si préoccupé par l'argent, tu devrais peut-être savoir que j'ai déjà mis à jour mon testament. Tout ce que je possède ira à des œuvres caritatives. L'hôpital pour enfants, le refuge pour sans-abri, la fondation pour le sauvetage des animaux. Ta mère n'héritera pas un centime de moi. Arlo fixa le document, le visage blême. Tu as quoi? Je lui ai dit de le faire, ai-je dit doucement. Je ne veux pas de son argent, Arlo. Je ne l'ai jamais fait. Je le veux. Quelque chose dans le visage de ma fille s'est alors effondré, comme un bâtiment dont on aurait soudain perdu tous les supports. L'espace d'un instant, elle a ressemblé à la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages, effrayée, désorientée et désespérément en quête de réconfort. Mais ensuite, le masque s'est remis en place, plus dur et plus froid qu'avant. D'accord, dit-elle d'une voix glaciale. D'accord, gâche ta vie dans un rêve d'il y a 50 ans. Mais ne viens pas pleurer quand tout s'écroulera. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Et ne t'attends pas à ce que je sois là pour recoller les morceaux quand il en aura fini avec toi. La porte claqua derrière elle avec suffisamment de force pour faire trembler les fenêtres. Terry et moi sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, écoutant le bruit de la voiture d'Arlo qui démarrait et s'éloignait. Finalement, Terry a tendu la main par-dessus le bureau et m'a prise. Est-ce que ça va? J'ai réfléchi à la question, testant mes émotions comme on s'amuse à gratter une dent douloureuse. Est-ce que j'allais bien? Ma fille venait de me renier, m'accusant d'être une chercheuse d'or et une idiote, et s'était fracassée de ma vie avec la ferme intention de ne jamais revenir. Mais pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais libre. Oui, dis-je, surpris par la fermeté de ma voix. Je crois que oui. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la même véranda où Terry et moi avions pour la première fois reconnu notre passé.
Mais tout avait changé. La lumière matinale, traversant les parois vitrées, éclairait le simple anneau d'or de ma main gauche. Non pas le diamant raffiné que Terry avait promis de remplacer ma bague en argent, mais quelque chose de mieux. Quelque chose choisi par les personnes que nous étions devenues plutôt que par les rêves de ce que nous pensions être. Nous nous étions mariés discrètement 3 semaines plus tôt, avec pour seul témoin l'avocat de Patricia et Terry. Ce n'était pas le mariage grandiose que j'avais imaginé à 20 ans, mais il était d'une simplicité parfaite. 2 personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente, se promettant de passer le temps qu'il leur restait ensemble. Madame Hawthorne, dit Patricia en entrant dans la véranda avec son efficacité habituelle. Mais je surpris le petit sourire qu'elle essayait de dissimuler. Même Patricia, si sévère et pragmatique qu'elle fut, s'était adoucie face à notre histoire d'amour improbable. Il y a quelqu'un à la porte d'entrée qui demande à te voir. Mon cœur se serra. J'attendais cette visite depuis des mois, depuis que l'annonce du mariage était parue dans le journal local. Arlo avait gardé le silence depuis cette terrible confrontation dans le bureau de Terry. Mais je savais qu'elle avait entendu la nouvelle. Dans une ville de cette taille, tout le monde était au courant des affaires de tout le monde. Qui est-ce, demandai-je, même si je le savais déjà. Votre fille, madame. Elle semble bouleversée. J'ai trouvé Terry dans son bureau, en train d'examiner les rapports trimestriels de la fondation qu'il avait créée pour gérer ses dons. Il a levé les yeux à mon entrée, lisant immédiatement la tension sur mon visage. Elle est là, dis-je simplement. Terry posa ses papiers et fit pivoter sa chaise pour me faire face. Tu veux que je m'en occupe? Non, c'est ma fille. C'est à moi d'avoir cette conversation. J'ai caressé ma jupe pour essayer de me calmer. Mais j'aimerais que tu sois là, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Nous avons trouvé Arlo dans le salon, perchée au bord d'un sétif de velours, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Elle avait maigri depuis la dernière fois que je l'avais vue, et ses yeux étaient cernés de cernes que le maquillage ne parvenait pas à masquer. Elle paraissait plus âgée, plus fragile, et pendant un instant, mon instinct maternel a pris le dessus. Arlo, j'ai gardé une voix neutre, ni accueillante ni hostile. Maman, se leva-t-elle en se serrant les bras, sur la défensive. Félicitations pour ton mariage. J'ai entendu dire qu'il était magnifique. C'était vrai. Je m'installai sur la chaise en face d'elle, Terry installant son fauteuil roulant à côté de moi. Simple, mais charmant. Le regard d'Arlo se posa sur nos mains jointes, sur les alliances en or assorties que nous portions. Tu l'as vraiment fait. Tu l'as vraiment épousé. Oui, oui. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix, une amertume qui me faisait mal au cœur. Tout, dis-je fermement. Chaque vœu, chaque promesse. Arlo rit, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Tu sais le pire? Je pensais vraiment que tu reviendrais une fois l'attrait de la nouveauté passée, après avoir réalisé ce que tu avais abandonné. Je pensais que tu rentrerais à la maison. C'est ma maison maintenant, avec lui. Elle regarda Terry avec un ressentiment à peine dissimulé. Avec un homme qu'on connaît à peine. Je le connais mieux que tu ne le penses, dis-je doucement. Et surtout, je me connais mieux qu'il y a 6 mois. Arlo resta silencieuse un long moment, fixant le tapis perçant sous ses pieds. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux brillaient de larmes retenues. J'ai repensé à ce que tu as dit à propos de papa, de ton premier amour et de ces choses qui ne finissent jamais. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai fouillé les papiers de papa après ton départ. J'ai trouvé des lettres. J'ai eu le souffle coupé. Quel genre de lettres? Lettres d'amour à une certaine Jennifer. Datée de 2 ans avant sa mort. La voix d'Arlo était à peine un murmure. Il avait une liaison, maman. Depuis au moins 2 ans, peut-être plus. Ces mots m'ont frappé comme un coup dur. Dante, mon fidèle et constant Dante, m'avait trompé. Pendant que je prenais soin de lui pendant sa maladie, que je lui tenais la main pendant sa chimiothérapie et que je faisais semblant de ne pas remarquer sa perte de poids, il écrivait des lettres d'amour à une autre femme. La main de Terry se resserra autour de la mienne, me fixant sur le sol, me gardant stable. Je suis désolé, continua Arlo. Je sais que ça fait mal, mais je pensais que tu devrais savoir que peut-être que ton mariage n'était pas aussi parfait que je l'ai toujours cru. J'ai fermé les yeux, digérant cette révélation. Elle aurait dû me détruire.
Elle aurait dû me faire remettre en question tout ce que je croyais savoir sur ma vie avec Dante. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. Arlo parut surpris. Tu n'es pas en colère. Je suis triste, déçu, mais pas en colère. J'ai réfléchi à comment expliquer ce que je ressentais. Ton père était un homme bon, mais il a fait de mauvais choix. Ça n'efface pas les belles années que nous avons passées ensemble. Mais ça remet les choses en perspective. Quel genre de perspective? La perspective que je ne dois peut-être pas toute ma vie à sa mémoire. Peut-être que je n'ai pas à me sentir coupable d'avoir retrouvé le bonheur. Arlo pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage sans retenue. J'étais tellement jalouse de toi, maman. Tellement en colère que tu puisses passer à autre chose. Recommencer. Être heureuse. Je ne comprenais pas comment tu pouvais oublier papa si facilement. Je ne l'ai pas oublié. Je ne l'oublierai jamais. Mais je ne pouvais pas non plus rester figé dans le chagrin pour toujours. Et j'ai rendu les choses pires en te mettant dehors. La voix d'Arlo s'est complètement brisée. J'étais tellement blessé, tellement en colère à cause de cette liaison, que je m'en suis prise à toi. Je t'ai reproché de ne pas avoir été assez fidèle pour le garder, puis d'avoir été trop exigeante quand tu avais besoin de soutien. Les pièces du puzzle du comportement de ma fille se sont enfin mises en place. La froideur soudaine après les funérailles de Dante, l'ultimatum cruel, le besoin désespéré de contrôler ma vie. Arlo ne s'était pas protégée de mon chagrin. Elle s'était noyée dans sa colère et sa déception. Oh, ma chérie. Je me suis levé et je suis allé m'asseoir à côté d'elle sur le settee. Tu aurais dû me le dire. Comment aurais-je pu? Comment aurais-je pu te dire que ton mari idéal était un infidèle? Que tout ce que tu croyais à propos de ton mariage était un mensonge? Ce n'était pas que des mensonges, dis-je doucement. Les premières années étaient réelles. L'amour était réel, même s'il a changé avec le temps. Et tu étais réel. La meilleure chose qui soit sortie de ce mariage. Arlo s'appuya contre moi et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit à nouveau comme ma fille au lieu d'être une étrangère portant un visage familier. J'ai été si horrible avec toi, murmura-t-elle. Tu as souffert. Il y a une différence. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé Terry de l'autre côté de la pièce, qui nous observait avec une compréhension silencieuse. Il a hoché légèrement la tête, m'encourageant à écouter mon cœur. Je te pardonne, dis-je. Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 6 mois. Et toi non plus. Arlo s'est reculé pour me regarder. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter tous mes choix. Tu dois respecter mon mariage, mon mari et mon droit au bonheur. Et si je ne peux pas? Alors nous nous aimerons à distance. Je ne laisserai personne, pas même toi, me faire honte de la vie que je construis. Arlo resta silencieuse un long moment, réfléchissant à mes paroles. Finalement, elle se tourna vers Terry. Je te dois aussi des excuses. Elle a dit, j'ai dit des choses horribles sur toi, sur ta relation avec maman. J'avais tort. Terry inclina gracieusement la tête. Le deuil nous fait dire des choses que nous ne pensons pas. Vraiment? Tu l'aimes vraiment? De tout mon cœur, dit Terry sans hésiter. Je l'aime depuis 48 ans. La retrouver est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Arlo nous regarda tous les deux, observant la façon dont les yeux de Terry s'adoucissaient quand il me regardait, la façon dont ma main cherchait automatiquement la sienne chaque fois que j'étais nerveux ou excité. Lentement, quelque chose dans son expression changea. Je le vois bien, dit-elle, émerveillée. À la façon dont vous vous regardez, c'est comme si vous étiez les deux seules personnes au monde. Parfois, c'est ce que je ressens, ai-je admis. Arlo se tut à nouveau, puis demanda, es-tu heureuse, maman? Vraiment, vraiment heureuse? J'ai réfléchi à cette question, à la vie que j'avais construite dans cette maison avec cet homme. Les matinées tranquilles passées à lire ensemble dans la véranda. La façon dont Terry m'apportait encore des fleurs sauvages du jardin, car il se souvenait que c'était mes préférées. Le bonheur que j'éprouvais à m'endormir à ses côtés chaque soir, sachant que le temps qu'il nous restait, nous le passions ensemble. Oui, ai-je dit. Je suis heureuse. Arlo hocha lentement la tête, puis se leva. Alors je suppose que je dois apprendre à être heureuse pour toi. Est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je veux essayer. Je veux faire partie de ta vie si tu me le permets. Je veux connaître Terry comme ton mari plutôt que comme ton employeur. Et je veux rattraper les mois passés à être en colère, jalouse et cruelle. Je me suis levé et je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis les funérailles de Dante, je l'ai vraiment serré dans mes bras. J'aimerais beaucoup ça. Alors Carlo se reculait, elle jeta un coup d'œil autour de l'élégant salon, puis me regarda à nouveau. C'est vraiment chez toi maintenant. C'est. Et vous êtes vraiment Madame Hawthorne? Je suis. Elle sourit alors, le premier sourire sincère que je voyais d'elle depuis plus d'1 an. Il va falloir un peu de temps pour s'y habituer, mais maman, oui, tu le mérites. Tu mérites d'être aimée, chérie et un peu gâtée. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. Après le départ d'Arlo, promettant de rappeler bientôt et de demander si elle pouvait amener ses enfants rencontrer leur nouveau beau-père, Terry et moi nous sommes assis ensemble dans le jardin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose. « Tu crois qu'elle est sérieuse ?» ai-je demandé, à propos de son désir de reconstruire notre relation. « Je pense que c'est la fille de sa mère, » dit Terry. « Ce qui veut dire qu'elle est plus forte et plus indulgente qu'elle ne le pense. » Je me suis adossé à mon fauteuil, sentant la tension disparaître de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, toutes les pièces de ma vie semblaient se remettre en place. Terry M, merci de t'être battu pour nous, de ne pas avoir abandonné quand les choses se sont compliquées. Il porta ma main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Merci d'avoir tenté ma chance avec un homme plus âgé. D'avoir su voir au-delà du fauteuil roulant et des murs que j'avais érigés autour de mon cœur. On forme un sacré duo, non? 2 septuagénaires qui repartent à zéro comme des ados. Le meilleur couple, dit Terry. Celui qui sait combien l'amour est précieux et qui ne perd pas de temps à le prendre pour acquis. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, je pensais au voyage qui m'avait amené ici, la douleur de perdre Dante, l'humiliation d'être rejeté par ma propre fille, la peur de recommencer avec rien d'autre que mes souvenirs et ma fierté. Mais parfois, j'ai réalisé qu'il faut tout perdre pour trouver ce qu'on cherchait depuis toujours. Et parfois, l'amour qu'on croyait perdu à jamais attend patiemment notre retour. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des incontournables de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.